Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes une femme de terrain. Vous n'avez jamais hésité à mouiller le maillot sur les stades, mais aussi dans des tribunes où l'on n'attend pas une arrivée, mais où l'on se bat moralement pour l'abandon de certains partis, les partis pris. Bonjour Rachel Kahn. Bonjour très cher Jacques. Alors vous venez de publier une version BD d'un livre que vous aviez sorti il y a quelques années, Les grandes et les petites choses, chez Nathan. On va en parler longuement tout à l'heure, mais pour arriver à ce parcours, juste ce livre qui est votre parcours, eh ben on va l'évoquer à travers des dates clés, si vous êtes d'accord. Très bien. Alors la première date que j'ai trouvée, c'est la fête nationale, le 14 juillet 1991, à Montgeron. Il y a un championnat de France d'athlétisme en salle, et je crois que vous devenez vice-championne de France du 80 mètres ce jour-là. Oui, alors c'était pas en salle, c'était en plein air. Le 14 juillet, c'est l'été, donc c'est en plein air. Lorsque vous m'avez dit cette date, ça m'a donné des frissons, parce que c'est vrai que c'était un superbe souvenir. C'est vrai que, en fait, Montgeron, qui est la première ville-étape du premier Tour de France, c'est en 1903, et qui a été la ville-étape du centenaire en 2003, et ben, ce championnat de France d'athlétisme, ça a été quelque chose d'important. Vous avez fait du 60 mètres avant, je crois. Oui. Ça a été aussi un beau succès. Oui, puis cette année 91, c'est vrai que c'est une date importante, parce que c'est la première année où j'étais championne de France en salle. En hiver. Voilà. Donc le 60 mètres, d'avoir cette médaille-là de sprinteuse, c'était quand même un moment clé pour moi. Voilà. Et 60 mètres, 80 mètres, ce ne sont pas des distances forcément connues du grand public et des amateurs. C'est vrai. Alors 80 mètres, pourquoi? Parce que j'étais minime ou cadette à cette époque-là. Donc c'est 80 mètres. Et puis après, quand on passe junior, espoir, senior, on passe sur le 100 mètres. Mais c'est vrai que c'est des distances qui sont peu connues et pourtant elles sont importantes. Oui. Et donc vous allez obtenir d'autres titres, Rachel Kahn, et vous devenez ce qu'on appelle une athlète de haut niveau. Oui, absolument. C'est vrai que à partir de 1993, je rentre en équipe de France avec une nouvelle discipline qui est le triple saut. Oui. Et comment c'est venu le triple saut après la course? Le triple saut, je crois que ça vient un peu de la conjugaison. Je me rappellerai toujours lorsque mon coach, mon entraîneur, en bon français, m'a dit Rachel, elle aime les trucs un peu complexe, et donc il m'a mis sur le triple saut. Il faut de la vitesse, il faut de la détente, et puis c'est comme une forme de chorégraphie avec ce cloche, cette foulée bondissante et se ramener, et donc voilà, c'était la conjugaison finalement de ma danse classique avec l'athlétisme. Et l'équipe de France, ça a été aussi une autre partie importante de vos jeunes années. Absolument, parce que lorsque l'on revêt le survêtement justement de l'équipe de France, c'est toujours très fort symboliquement, compte tenu de son parcours, de son récit, de porter le drapeau tricolore avec tout ce que l'on est, c'est quelque chose d'important, oui. Et c'était quelque chose d'important pour vous aussi pendant quelque temps? Oui, parce que effectivement, alors déjà, ça permet de faire des voyages internationaux et de faire des matchs internationaux, donc de connaître très jeune différents pays, différents endroits, différents centres d'entraînement. Et puis il y a un esprit d'équipe de France aussi. C'est important parce qu'on parle toujours de fraternité. Et puis de porter ce maillot, c'est quelque chose. Là, on a vu la Coupe du Monde avec cette équipe de France. Bon, il y a eu beaucoup de débats autour, etc. Mais c'est toujours un moment important, alors qu'aujourd'hui on est dans un truc où l'on veut séparer, fracturer. À un moment donné, on porte ce maillot ensemble pour pousser ses limites, pour aller au-delà de ses propres limites et de faire rayonner la France. Et c'est vrai que malgré les parcours houleux de l'histoire, et ben aujourd'hui, au présent, c'est quand même symboliquement extrêmement fort pour la réparation. Oui, comme la Marseillaise d'ailleurs. Exactement. La Marseillaise, vous faites partie de celle qui l'a chantée. Absolument. Alors, c'était aussi un énorme travail de préparation à l'époque, Rachel Kahn. Oui. Sacrifice. Oui, un sacrifice, bien sûr. Un sacrifice parce que ce soit pour la danse classique que j'ai pratiquée avant, mais pour l'athlétisme, c'est vrai, ou pour tous les sports de toute façon de haut niveau, c'est vrai qu'à chaque entraînement, on va pousser ses limites, on va au-delà de soi-même, on va à l'entraînement. Il y a toujours un moment où il faut rien répondre à son entraîneur, alors même qu'il vous pousse, et que à la fin des entraînements, certains entraînements, vous croyez que vous allez mourir, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de question de faire de la victimocratie ou autre, hein. Il faut y aller, il faut aller s'arracher. Et vous avez toujours fait tout pour y aller. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, se donner les moyens, que ce soit en sport, mais après dans
tous les autres aspects de la vie, aller au fond des choses, au plus profond, même dans des endroits qu'on n'aurait pas imaginé de soi, pour pouvoir se surprendre à soi-même et livrer quelque chose de beau aux autres. Ce sport, finalement, ça a été l'école de votre vie. Complètement. Ça m'a permis aussi d'avoir une vraie discipline ensuite pour mes études. Là, on va en parler justement. Ouais. Alors, à l'époque, j'ai trouvé quelques articles où on dit que votre avenir, Rachel Kahn, est tracé dans la lignée de Marie-Josée Pérec. Alors c'est vrai en plus que j'ai eu l'occasion, pourtant elle était dans une autre catégorie que la mienne puisqu'elle était déjà espoir quand j'étais cadette ou junior. J'ai eu la chance donc de courir avec elle. Et je comprends. Et puis après, finalement, la curiosité, puis l'envie de voir autre chose m'a poussée ailleurs. Mais finalement, pour moi, c'est comme si je continuais même aujourd'hui, une forme de course. Alors, il se trouve que Marie-Josée Pérec est quand même la première, et je crois que la seule athlète triple championne olympique, d'abord à Barcelone et ensuite à Atlanta, et qu'après, lorsqu'elle a refusé d'aller à Sydney, elle l'a payé au prix fort. Absolument, ça a été très douloureux, malgré ce qu'elle a pu nous offrir en tant que Français. Moi, je lui rends hommage. Je lui ai rendu hommage dans un livre qui est sorti l'année dernière, un livre écrit par, en tout cas, que Guy Dru avait mis en mouvement. Oui. Mais c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière et j'ai pas envie de m'attacher à ces moments-là douloureux pour elle, surtout. On l'a caricaturé dans les Guignols, on l'a traîné plus bas que terre. Il y a eu un défenseur, on l'a un peu oublié, c'est Alain Bachung, dans une chanson. Tu perds ton temps à mariner dans ses yeux. Tu perds ton sang. L'imprudence, on imagine Alain Bachung, qui n'est pas vraiment un sportif accompli, bien au contraire, et qui a défendu Marie-Josée Pérec. C'est fabuleux. Moi, ça c'est de la créolisation pour moi. C'est-à-dire la conjugaison de deux univers différents, de deux personnalités à la fois extrêmement puissantes, mais aussi extrêmement sensibles, qui parlent ensemble, en fait, cette chanson d'Alain Bachung, ce grand artiste, ce grand parolier, ce grand musicien, qui lui livre, en fait, un petit peu de son énergie. Je trouve ça remarquable. Alors, et à l'époque, dans cette chanson, il dénonçait la paranoïa des médias. Oui. Et moi, je me souviens de Pierre Lazareff, le plus grand directeur du journal de France Soir, qui disait « Une information et son démenti, ça fait deux informations. » Oui. C'est dire s'il avait de l'humour. Absolument. Alors, Rachel Kahn, vous êtes née à Tours, d'un père gambien, professeur d'anglais à l'université, et d'une mère française d'origine juive, ashkénaze, je crois. Oui, c'est un mélange rare. C'est un mélange très précisément français. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, vous avez sur la photo de mariage, il y a une photo où vous avez écrit « Impossible de mettre les deux ensemble ». Oui, parce que ils se sont mariés dans les années 70 et nos appareils n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui. On prend son appareil photo, on arrive à faire des filtres, on met plus de lumière ou pas. Là, il y en avait toujours un qui était surexposé et l'autre. Donc en fait, les photos que j'ai de mes parents des années 70 en couleur, soit on voit mon père et ma mère apparaît toute blanche, on ne la discerne pas, soit c'est l'inverse. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu drôle de le mettre sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, donc vous êtes métisse et le premier problème c'était la danse classique où on ne vous a vraiment pas fermé les portes, mais presque. On était content de ne pas vous voir. Alors oui et non, parce que d'un côté, c'est vrai que ma professeure de danse me disait que j'étais une grande danseuse et que j'avais un avenir dans la danse. Mais peut-être pas dans la danse classique. Et c'était ça à l'époque. Là, j'étais petite. C'était dans les années 80. Et donc, elle me suggérait, d'une manière très délicate, mais que j'ai compris après, qu'il valait mieux que je m'intéresse plus à la danse contemporaine ou à la danse hip-hop ou à autre chose. Sauf que moi, mon amour, c'est pour la danse classique et puis pour la musique classique aussi. Voilà. Ouais. Et vous avez quand même fait du hip-hop. Absolument, j'ai tout fait. C'est venu comment le hip-hop? Parce qu'à l'époque, c'était pas encore très courant. Non, c'est vrai. J'ai toujours, finalement, et je réalise aussi que lorsque on me mettait des bâtons dans les roues, j'essayais d'aller au-delà. Et donc finalement, lorsque ça faisait mal, j'essayais de passer outre. Et finalement, c'est comme ça aussi que j'en suis venue à l'athlétisme. Et c'est comme ça aussi que quelqu'un m'avait dit « Est-ce que tu veux participer à notre groupe de rap, à notre groupe de hip-hop et danser ?» Et donc,
forte en fait de cette finalement de cette base que j'avais en classique, je me suis exercée à la danse hip-hop. Et le hip-hop, d'ailleurs, l'origine, ce serait la combinaison du terme anglais hip, qui signifie être dans le vent, être branché, et de tout hop, dont on peut traduire par sauter ou danser. Et la première fois qu'on a lu ce mot dans un journal, c'est un journal américain, Village Voice, de Stephen Hager, qui a écrit ce mot, et on s'interroge encore sur la condition, sur l'origine de ce mot. Alors, vous faites du sport, et puis un jour, vous décidez de faire des études. C'est quand même très différent, et vous allez aller à Paris, à l'université d'Assas, faire des études très sérieuses de droit. Oui, alors je ne sais pas vraiment si c'est moi qui décide, mais à force d'entendre mon père dire que finalement le sport et la musique, c'était des trucs de noirs. Lui qui est noir, qui est noir, voilà, qui en plus il est d'origine sérère, donc c'est un des peuples les plus noirs d'Afrique, et donc il me tannait avec ça. Et à un moment donné, je me suis pris en fait à son jeu, à ce challenge, en lui disant d'accord, je vais faire des études, mais je les ai pas faites n'importe comment. Je faisais des études pour être libre, pour qu'enfin, à un moment donné, il me fiche la paix. Voilà. Et ces études, c'est des études de droit à Paris, à Panthéon-Assas. Panthéon-Assas, parce que mon dossier a été admis en 3e cycle pour le doctorat à Assas, oui. Et ça a commencé comme ça. Après, il y a eu un parcours un peu varié. On va l'évoquer à travers une autre date, le 16 janvier 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Rachel Kahn. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Rachel Kahn. Nous parlerons tout à l'heure de cette BD, Les grandes et les petites choses, chez Nathan, plus qu'inspiré d'un récit autobiographique que vous avez publié voici quelques temps. Et là, on revient au 16 janvier 2013. C'est la sortie d'un film dont voici la bande-annonce. Allons, on se garde pas le môme. Maman, j'ai personne. Et surtout, tu m'emmerdes pas. Paulette de Jérôme Henrico, ce sont vos débuts à l'écran dans un rôle modeste, Rachel Kahn. Oui, absolument. C'est Dominique Besnéard qui m'avait dit, mais Rachel, moi j'étais à l'époque conseillère culture au cabinet de Jean-Paul Huchon à la région Île-de-France. Et je sais pas, Dominique me dit un jour, mais il faut que tu joues. Et ça résonnait évidemment avec ce que j'avais envie au plus profond de moi. C'était à la maison depuis toute petite. Je faisais des imitations et ma mère en plus m'appelait Sarah Bernard, la dramaturgie, etc. Et donc j'ai passé ce casting pour Paulette. C'était le dernier film, c'était son dernier film de Bernadette Lafont. De Bernadette Lafont. Et effectivement dans un tout petit rôle, le rôle d'une journaliste. Voilà. C'est un film que le fils de Robert Henrico, absolument, Jérôme Henrico, a monté avec ses anciens élèves de l'école du cinéma. Ouais. Et effectivement, Bernadette Lafont était très différente de La fiancée du pirate, oui, de Nelly Kaplan, qui avait été le film qu'il avait révélé. C'est une battante née, une femme incroyable. Incroyable. Et puis alors, s'exercer dans ce rôle vraiment de grand-mère qui va dealer des stupéfiants, etc. Je trouve que voilà, c'est un ressort comique génial. Alors, tout ça a été organisé, Rachel Kahn, car quand Dominique Besnéard vous a dit « il faut que tu fasses du cinéma », vous avez trouvé un agent, vous avez commencé à faire des castings. Absolument. Tout à fait. Mais de toute façon, au fond de moi, c'est ce que j'avais envie de faire aussi. C'est vrai que j'ai commencé par la danse, ensuite par l'athlétisme, ensuite la politique. Donc à chaque fois, on a l'agora qui est présente. C'est-à-dire, c'est soit une salle de spectacle, soit un stade. Il me manquait le théâtre et le cinéma, et donc c'est ce que je suis allée chercher. Et vous n'avez pas pris de cours de théâtre ? Non, j'en ai pris un petit peu. J'en ai pris un petit peu avec Bérangère Bastille, si. Mais j'ai utilisé tout ce que j'avais comme expérience, d'un côté l'expérience de vie, parce que plus on est curieuse, je crois que plus on peut s'exercer à différents rôles dans la vraie vie aussi. Donc j'ai profité de ça, et puis cette base de la danse classique, elle est quand même très utile pour jouer. Alors, vous êtes métisse, et à l'époque vous vous présentez pour les castings comme une afro-yiddish tourangelle. Oui, oui. Oui, c'était un petit peu pour à la fois pour faire grincer, puis à la fois pour rappeler le réel. C'est vrai qu'on veut vous mettre très facilement dans des cases, dans des cloisons qui n'ont rien à voir avec le réel. Et normalement, on dit que les films doivent être plus que la réalité, plus beaux que la réalité. Sauf qu'en fait, les rôles qui m'étaient proposés, souvent, c'était plus bas que la réalité. Donc voilà, je voulais quand même rappeler notre présent, et pour nous faire des fictions qui soient plus belles. Et puis vous proposez des rôles stéréotypés, de ce qu'on n'appelle pas encore les blacks. Non, vraiment c'était c'était des rôles soit de la femme de ménage, soit de la migrante, mais que ça. Encore s'il y avait une conjugaison entre le rôle d'une présidente de la République et de l'autre côté une femme de ménage,
très variés, ça serait super. Mais là, on demandait de la diversité sans que les rôles soient divers. Alors, il y a aussi Jeune et Jolie de François Ozon. Vous faites une laborantine qui est un petit rôle, mais un peu différent, là. Oui, c'est vrai, un peu différent. Après, c'est vrai que de passer un casting pour un nom comme Ozon aussi, c'est toujours impressionnant. Alors, il se trouve que Jeune et Jolie, c'était une référence à un magazine qui avait succédé à Mademoiselle H tendre, Absolument. qui touchait les jeunes filles entre 15 et 24 ans. Et Mademoiselle H tendre est lui la relève de Lynn, un journal belge qui était le Tintin féminin. Donc, incroyable. C'est l'évolution des choses. Oui. Alors, finalement, le cinéma, c'est de l'anecdote parce que il y a une seule fois où je crois que vous avez été vraiment heureuse, c'est quand vous avez joué votre propre rôle dans un documentaire qui était Ouvrir la voie. Je ne sais pas si j'ai vraiment été heureuse dans ce documentaire. En tout cas, ça me permettait de dire, déjà dans Ouvrir la voie, cette complexité d'être français, et que le fait d'être français n'est pas en raison d'une ethnie ou d'une religion, mais plutôt d'être fédérés tous ensemble autour d'un socle commun qui est donc la liberté, l'égalité, la fraternité. Après, j'ai été très heureuse dans un rôle qui est celui que m'avait proposé Vianney Le Basque pour Les Grands, oui, où je jouais un rôle d'une mère très réactionnaire, CPE, limite homophobe. Et là, c'était vraiment un rôle que j'ai adoré parce que tellement éloigné de moi, il y avait quelque chose à proposer qui était formidable. Mais en même temps, ça a été très compliqué à chaque fois de trouver des rôles et d'avancer dans cet univers. Alors oui, mais les choses ont bougé quand même, parce que vous avez noté qu'en 2018, il y a eu le livre « Noir n'est pas mon métier » qu'on avait écrit avec plusieurs comédiennes, et que « Noir n'est pas mon métier » veut dire précisément que les rôles de noir, c'est pas ça le métier de comédien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu bizarre de se renfermer à revendiquer le fait d'être noir quand on est comédienne. Mais je trouve qu'il y a eu une bascule avant les années 2020, où il y a une prise de conscience dans le service public, dans le service privé, dans les théâtres, pour ouvrir justement les rôles à tout le monde de manière plus fluide. Et la pionnière dans ce domaine, c'est quand même Joséphine Baker, qui en 1951 a créé une journée à Harlem où elle a défilé, elle a été traitée comme une reine, et elle avait beaucoup souffert d'une chose qu'elle avait marquée à New York dans ses jeunes années. Lorsqu'elle était dans un cabaret, elle voyait les Noirs venir chercher les billets de théâtre pour leur maître. Ça l'avait profondément touchée. C'est très important. Merci de rappeler Joséphine Baker. C'est très important toujours c'est pas que le passé s'invite comme ça, mais souvent il s'invite de manière très maladroite. Joséphine Baker, paradoxalement, alors qu'on parle des tirailleurs sénégalais et autres, Joséphine Baker, c'est comme si on avait envie de la rayer de la carte. Et oui, elle a tellement été révolutionnaire dans sa nudité, dans cette manière en fait très subtile de revendiquer les choses, tout en amour, avec cette liberté de femme, dans cette volonté de résister, et pour un universalisme et un humanisme d'une puissance inouïe. Donc merci de le rappeler, parce qu'effectivement, elle a ouvert la voie. Elle a ouvert la voie aussi avec ses 12 enfants, la communauté arc-en-ciel, qui faisait la tristesse, le désarroi de son mari Jo Bouillon, qui chaque fois qu'elle partait en voyage, revenait avec un enfant. Voilà. Mais oui, et en plus, c'est tellement ces 12 enfants, cette tribu arc-en-ciel, c'est tellement la France. Alors, il se trouve aussi qu'on vous a vu au théâtre dans une pièce qui est considérée comme une référence du féminisme contemporain, qui est Les monologues du vagin. Absolument, absolument. Ça aussi, c'est notre expérience. Oui, ça, c'était une belle expérience au théâtre, en plus, où c'est une pièce qui a été jouée à Avignon, qui a été mise en scène par Coralie Miller, et qui... on était 3 sur scène, avec des comédiennes que j'adore, Marie-Christine Adam et Juliette Lambollet. Et c'était génial, parce qu'en fait, les monologues du vagin permettent d'incarner plein de femmes du monde dans un même moment, et ça, c'est le théâtre qui le permet. C'est un moment très fort. Et le théâtre, c'est différent quand même du cinéma. J'adore le théâtre, moi. Oui. Oui, c'est très différent, parce que là, on est dans cette adrénaline-là, on est en relation avec ce public. Moi, finalement, c'est tout ce que
tout ce que j'adore au quotidien, d'être dans des moments d'instantanéité, de conjugaison avec ses partenaires, et puis là, surtout, cette prise de risque. Alors, il se trouve que les monologues du vagin que vous avez joués, c'était une nouvelle version mise en scène par Caroline Miller, et la pièce a été traduite, je ne sais pas si vous le savez, en 46 langues et interprétée dans plus de 100 pays. Et Eve Ensler, qui a créé le texte, dans des lieux minuscules, a imposé un cahier des charges, suivre scrupuleusement le texte, être une femme, jouer bénévolement et verser les recettes à une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Absolument, oui, Voilà. oui, tout à fait. Je savais qu'il y avait des règles, des codes, etc. Ouais. Et puis, il y a un film que vous auriez pu jouer, mais qui n'a pas été tourné, c'est le dernier film de Jean-Luc Godard. Oui. C'est quoi cette histoire? Absolument. Alors c'est vrai qu'il y a combien de temps, 1 an et demi ou 2 ans, j'ai été appelée par l'assistant de Jean-Luc Godard, qui me proposait en fait de jouer dans son prochain film. Alors, je ne sais pas si je l'aurais tourné. En tout cas, une rencontre était en train de se faire. Il fallait que j'aille à Genève pour aller le voir, etc. C'est toujours assez fascinant lorsqu'il y a un grand nom du cinéma qui vous envoie un texte, et puis surtout il m'a envoyé vraiment un document avec sa manière très singulière de travailler, avec des tableaux, avec des collages, avec des noms. Après, c'est vrai que il a quand même été parfois très assassin dans certains propos, et notamment par rapport à la communauté juive et par rapport à Israël. Alors, je ne sais pas, paix à son âme, on va dire. Et il a dit un jour, à propos des femmes, les actrices, je ne les ai pas bien traitées, j'ai respecté leur beauté aléatoire, mais je n'ai pas fait très attention à ce qu'elles pouvaient dire ou faire. Oui, ça m'étonne pas du tout. Ça vous étonne pas? Non. Ça correspond au personnage. Absolument. Et puis bon, le cinéma, ça a été un autre univers. Il y en a eu un troisième qu'on va évoquer à travers une autre date, le 4 mars 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Rachel Kahn. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Rachel Kahn. Nous parlerons tout à l'heure des grandes et petites choses chez Nathan, qui est une BD adaptée d'un de vos livres autobiographiques. Mais là, on a parlé du cinéma, de la danseuse, de la sportive. Il y a eu une autre vie. Et cette autre vie, je la symbolise par une date, le 4 mars 2021, où 109 Marianne sont exposées au Panthéon. Oui. Alors ça, c'est vrai que c'était un grand moment. Sur proposition de Marlène Schiappa à l'époque, qui était ministre de l'égalité, et en fait où elle a sorti mon nom du chapeau pour être une de ces 109 Marianne. Voilà, et c'est une exposition, il y avait un comité de sélection, oui. Et on célébrait la diversité au féminin. Oui, absolument. De toute façon, alors plus que la diversité, je dirais, enfin moi j'aimerais bien que l'on puisse dire un jour la singularité au féminin, parce que c'est vrai que le mot diversité est un peu galvaudé aujourd'hui. Oui. C'est pas trop ce que ça veut dire. Voilà, exactement. Cette singularité d'avoir, c'est-à-dire nos signatures propres, particulières dans nos différents champs d'action. Et c'est vrai que c'était un grand moment, ce 4 mars 2021. Et c'est vrai que ces Marianne correspondent à un symbole, à une coutume. Alors il faut savoir que la coutume d'installer un buste de Marianne dans les mairies, ça remonte aux premières années de la Troisième République. Mais il n'y a jamais eu de buste officiel de la République. Chaque sculpteur est libre de représenter Marianne à sa façon, et chaque maire est libre de choisir son modèle. Ça a été Bardot, ça a été Deneuve ou d'autres anonymes. Exactement, c'est très joli le fait que les représentations soient libres justement de cet imaginaire, de ce symbole fantasmé presque, cette utopie concrète qu'est Marianne. Il faut la laisser comme ça. Vous aviez vu des Marianne dans les mairies, Rachel Kahn? Oui, j'en ai vu des Marianne. Alors, parfois c'est un peu raté, oui. Parfois c'est sublime. Oui. Bah, Brigitte Bardot, Brigitte quand même, Bardot est la plus célèbre. Mais bien sûr. Et Catherine Deneuve aussi a été une célébrité. Aussi. Et puis, il y a une chanson qui évoque justement Marianne. Mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix, ça ira. Alors c'est une chanson de 72 de Delpech, où il évoque l'histoire de la France depuis la Révolution française jusqu'à 1968. Vous connaissiez cette chanson? Absolument, puis surtout ça ira, ça ira. Oui, exactement. À l'époque, ça a surpris le public que Delpech chante cette chanson, ouais. Et elle a été reprise le 7 janvier 2016, lorsqu'il y a eu la manifestation pour célébrer la mémoire des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Et c'est vrai que ce genre de chanson, ça ira, ça vous touche? Oui, ça me touche. Et puis en plus, c'est vrai que j'ai un père qui aujourd'hui, qui est
avance en âge, disons, et qui répète toujours ça ira, comme un clin d'œil à la Révolution, mais surtout un clin d'œil à nos lumières de la Révolution, et pas à ce qui se passe après. Voilà. Et surtout, ça ira, c'est votre symbole aussi, parce que dans toutes les situations, vous avez essayé d'avancer. Bien sûr, toujours. C'est une règle absolue. C'est une règle absolue. À chaque fois qu'on veut me mettre des bâtons dans les roues ou des barrières ou me rayer de la carte comme ça arrive, comme c'est arrivé en tout cas, ça ira. Ensuite, vous savez, par rapport à mon pédigré, d'un côté la Shoah ou de l'autre la colonisation, je me dois d'avoir cette responsabilité du ça ira et de relever la tête. Alors, vous avez une vie politique. Comment ça a commencé, je crois, par des discours que vous avez écrits. Et pourquoi c'est venu comme ça? Comment c'est arrivé, Rachel Kahn? Eh bien, écoutez, après le doctorat que j'ai fait à Assas, qui était, de manière très schématique, autour du développement durable, en tout cas de l'OMC et de nos droits fondamentaux, j'ai été contactée en fait par des élus pour pouvoir travailler avec eux. Donc là, on est dans les années 2003. Et vous connaissez par l'athlétisme? Voilà. Non, pas par l'athlétisme, par vraiment mes travaux de recherche sur l'Europe, le droit international, etc. Donc, oui, qui était votre spécialité? Exactement. Ok. Exactement. Et là, avec, c'est vrai, malheureusement, la situation au niveau international et le conflit ukrainien, la situation en Afrique, la situation américaine et autres, et la Chine et l'Asie, tout, c'est vrai que le droit international se réinvite dans ma vie. Mais et en fait, c'est par rapport à ces travaux de recherche sur le droit international que des élus m'ont proposé de travailler avec eux. Et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé d'abord à la mairie du 20e et puis ensuite à la région Île-de-France. Voilà. Et vous avez écrit des textes pour les autres? Absolument. Pendant de nombreuses années. C'est un gros travail, c'est un travail très particulier. Oui. En littérature, on appelle ça des nègres, mais justement. Exactement, je sais. Alors après, ça a été transformé en plume. Oui. Mais c'est vrai, ironie du sort, nègre. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un péché d'écrire que pour les autres? Est-ce que c'est pas un péché de jamais faire entendre sa voix quand on a quand même certaines choses à livrer de l'histoire de la France? Et donc, à un moment donné, j'ai sauté le pas et j'ai écrit pour moi-même. Oui, parce que écrire pour les autres, c'est pas évident. Comment ça se passe? En fait, il faut véritablement se mettre dans la peau de l'autre. Alors là, on est dans le vrai travail d'artiste, c'est-à-dire que quand on est comédien, par exemple, il faudrait que je puisse pouvoir vous jouer, par exemple. Si je vous joue, eh bien, à un moment donné, je vais prendre ma feuille, mon stylo, et je vais essayer d'imaginer ce que vous pourriez dire avec vos propres mots, vos propres phrasés, en créant des éléments de langage qui vous conviennent du sur-mesure avec les mots. Et c'est pas facile parce qu'il faut connaître la personne. Exactement. Souvent, et on n'a pas toujours le temps de la connaître. Exactement. Puis après, on est souvent un peu chafouin parce que on avait proposé des choses et puis que l'élu ou le responsable politique n'a pas souhaité dire. Alors, le monde de la politique, vous l'avez découvert comme ça, Rachel Kahn, et on n'a pas vraiment le fair play du sport dans le monde politique. Non, c'est bien dommage d'ailleurs. Parce que moi, je suis restée un petit peu avec cette énergie-là, c'est-à-dire on a des adversaires politiques, mais par chance, on n'est pas dans le Donbass, hein, donc on défend la démocratie, on défend le dialogue, on défend la nuance, la complexité. Il y a des gens qu'on ne sera jamais d'accord avec eux, et pourtant on dialogue avec eux. Vous savez, dans le sport, il y a quelque chose, moi, qui me porte beaucoup tous les jours. C'est que votre principal concurrent, c'est vous-même. Et par rapport à tout ce qu'on peut voir de la victimocratie, le mal c'est les autres, si ça marche pas le Covid, c'est à cause du gouvernement, si ça marche pas un tel, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Non, en fait, dans le sport, c'est vous-même. C'est-à-dire que si vous ne battez pas votre voisin, c'est pas parce que votre voisin, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé ou vous n'êtes pas assez libéré pour aller vite. Donc on est on travaille véritablement sur soi parce que l'autre en nous-mêmes est notre principal ennemi. Et normalement, et moi c'est ce que j'aimerais transmettre moi aux jeunes gens, c'est qu'en tant que citoyen, et notamment pour travailler sur la fraternité, notre principal ennemi, c'est nous-mêmes et c'est pas la communauté d'en face. Alors la politique, c'est du sport justement. C'est un univers que vous connaissiez pas. C'est-à-dire que moi, je l'ai découvert quand même il y a 20 ans. Il y a 20 ans, puisque j'ai commencé en 2003. C'est un univers que je connaissais pas et dans le même mouvement. C'est vrai que moi, j'ai un papa
qui adorait ça, la politique, écouter jusqu'à aujourd'hui, qui adore écouter la politique, les débats politiques. Un de mes premiers mots, je disais Montbard pour dire Raymond Barre en 1976. Donc c'est quelque chose aussi qui m'animait parce que finalement, quand on est afro-yiddish tourangelle, la politique vous porte aussi. Enfin, défendre certaines idées politiques permet de vous construire chaque jour. Et puis, il y a la culture, puisque vous avez commencé comme conseillère à la culture. Oui, absolument. Ça, c'était un domaine qui vous touchait. Ah bah complètement, alors que ce soit vraiment les différents piliers. C'est vrai que ma mère était libraire, donc le livre et la lecture, ça me portait. Tout ce qui était de l'ordre du spectacle vivant, avec la danse, la musique, le théâtre, et puis le cinéma, et puis le patrimoine aussi, dans ma douceur tourangelle et mes châteaux de la Loire, ce patrimoine, et puis l'ouverture aussi au patrimoine gourmand et aux arts visuels. Toute la culture, toutes les esthétiques me touchent. Et puis, vous avez fait des campagnes politiques, je crois que 6 exactement. Oui. C'est très particulier, ça très aussi. Très particulier. Là, c'est vrai que c'est très sportif. C'est vrai que différentes campagnes, alors au niveau européen, au niveau territorial, que ce soit pour les municipales, les régionales, les présidentielles, évidemment, c'est sportif. Mais c'est toujours génial d'aller à la rencontre des gens et surtout sur tout le territoire. Et vous avez même fait un roman avec un dénommé Guy Marchand, oui, dont le slogan était « Votez pour moi », on ne peut pas trouver plus simple. Oui, parce que ça, je trouve que c'est vraiment une perte de temps incommensurable. On est quand même dans une situation, on le sait très bien, complexe en France. Oui, je crois. Voilà, et qu'on arrive à perdre du temps, à dépenser du temps, mais à la fois de l'argent, avec des agences de communication sur des brainstorming pour le slogan, alors même que la finalité c'est de voter pour moi, c'est vrai que je me moque un petit peu de ça. Alors, dans les candidats un peu farfelus, il y a eu Coluche, mais on a oublié un autre qui s'appelle Ferdinand Loppe, qui dans les années 60 était un candidat qui prônait l'extinction du paupérisme après 20 heures. Et lorsqu'on lui demande son projet pour la France, il dit « Quand je serai élu, je vous le dirai ». Il n'a jamais été élu, mais il a été l'idole des étudiants. Alors, c'est vrai que votre père a été très important lorsque, à Tours, il vous a dit « Ne sois pas une victime ». Oui. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le fait d'embrasser ce qu'est la méritocratie, on parlait du sport, c'est-à-dire que si on bosse, même s'il y a des barrières, même s'il y a des situations réelles de racisme, d'intolérance, d'injustice, je pense que dans une vie, quelle que soit la condition, on vit tous à un moment donné une situation d'injustice, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau. On vit toujours quelque chose qui est une leçon. Et c'est vrai que mon père, lorsque je lui disais « oui, je suis à Assas », je trouve que c'est quand même un peu particulier. Et un jour, j'ai osé dire « je pense qu'ils sont racistes ». Mais là, je me suis fait engueuler et mon père m'a dit « mais va travailler, quoi ». Et là, j'ai compris. Et effectivement, j'ai bossé. Et effectivement, il y a des situations où on se sent... C'est très injuste, c'est intolérable parce qu'on se dit mais pourquoi moi je dois bosser 16 heures par jour alors que mon voisin il pose à peine une heure et ça va passer. Mais à la fin de l'histoire, quand vous avez bossé 16 heures par jour, vous avez bossé 16 heures par jour et ça vous le gardez avec vous-même. C'est-à-dire que quoi que je fasse, j'aurais bossé 16 heures par jour. Et puis il y a votre père, il y a votre mère et puis il y a quelqu'un aussi d'important dans votre vie. Écoutez. Manu Dibango, qu'on reconnaissait à son rire extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous savez, il a commencé dans un cabaret en Belgique où il y avait Patrice Lumumba, qui était à l'époque l'un des pionniers de l'indépendance du Congo. Et il y avait un journaliste qui était Mobutu, le futur président. Et il y avait Manu Dibango. Et ça, il était important dans votre vie aussi. Fondamental. Manu, c'est fondamental. Vous parliez tout à l'heure de mon père qui refusait cette victimocratie, qui refusait les choses et qui passait au-delà. Manu Dibango, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a ouvert la voie par rapport à la musique, par rapport à l'esthétique. C'est quelqu'un qui a une formation de musique classique, qui était capable de diriger un orchestre symphonique et qui, dans le même temps, a fait danser le monde entier avec Makossa. Très important parce que c'était mon voisin, c'est mon papa de cœur. Et merci de l'avoir rappelé aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, vous faites de la télévision, vous voyez sur certaines chaînes régulièrement, sans faire le buzz, parce que le buzz, ça ne vous intéresse pas. Ah non, je déteste. Non, je déteste. En fait, ce que je déteste, c'est que on peut faire le buzz si vraiment, à un moment donné, c'est un vrai coup de gueule pour quelque chose de fondamental, de très important.
Mais le buzz, pour des buzz qui durent 24 heures et puis après s'en vont, des buzz jetables qui ne mènent à rien, juste à nourrir l'ego et la faille narcissique de certains, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est la construction de la pensée et de savoir comment on va s'en sortir ensemble. Voilà, effectivement, le buzz, c'est pas ce qu'on fait à Sud Radio. On a des invités qui racontent des choses qui sont reprises, ça n'a rien à voir avec le buzz, parce que ça dure, et ce qui dure aussi, c'est votre livre. On va en parler à travers une autre date, le 12 janvier 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Rachel Kahn. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Rachel Kahn, donc 12 janvier 2023, sortie de Les Grandes et les Petites Choses, une BD chez Nathan, adaptée d'un livre, d'une autobiographie que vous avez écrite voici quelques années. Vous signez ce livre avec Aude Massot. Pourquoi avoir transformé ces autobiographies en une BD? Alors écoutez, c'était une proposition. C'est vrai que le roman est sorti en 2016, mais c'était un roman que je voulais adresser à la jeune génération. Enfin, en tout cas aux plus jeunes, mais aussi c'était des clins d'œil à toutes les générations en réalité. C'était votre parcours? C'est mon parcours. Et puis, c'est inspiré de mon parcours, parce que dessus il y a de la fiction bien évidemment, mais ensuite, il y a Karine Leclerc, donc éditrice chez Nathan, qui m'a appelée pour me proposer de mettre cette histoire en images pour les adolescents à partir de 15 ans. Et donc là, j'ai absolument dit oui tout de suite, parce que je pense que c'est la bonne forme pour pouvoir être en lien et livrer à nos jeunes les clés de leur récit. Alors, c'était une BD, c'était pas votre univers au départ, la bande dessinée? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, je crois que petite, j'en lisais pas beaucoup de la bande dessinée. Mais là, justement, ça m'intéressait. C'était une curiosité aussi d'aller vers cet univers-là, de faire un nouveau scénario avec ce que j'avais pu écrire en 2016. Et puis surtout, d'être vraiment très attentive à la manière dont les jeunes allaient pouvoir réceptionner ce récit. Oui, car il y a des messages qui passent à travers ce récit, mais adapter un livre en BD, c'est aussi un travail très particulier. Absolument, mais en fait, ça se conjugue aussi avec le travail de scénariste, véritablement. Oui, on n'est pas loin du cinéma, c'est le même découpage. Ouais. Alors, ce livre, Rachel Kahn, est découpé en chapitres, ce qui n'est pas courant dans la BD non plus. C'est comme un roman découpé en chapitres. Oui, parce que j'aime bien, moi, lorsque je lis un livre, d'avoir des petites respirations. En plus, Aude a fait des petites virgules pour illustrer la fin des chapitres que j'aime beaucoup et qui ponctuent finalement le moment du récit de l'héroïne. Et c'est vrai que moi, j'avais envie d'écrire une BD qui parle de cette construction, parce que de 15 à 25 ans, il se passe tellement de choses pour nos jeunes dans ce contexte-là. C'est tellement difficile de s'y retrouver. On parlait du buzz d'un côté, mais aussi le communautarisme de l'autre, le racialisme d'un côté, le racisme de l'autre. Je pense que nos jeunes sont tiraillés et n'arrivent plus à se raccrocher à leur propre récit, à leur propre intimité, à l'humanisme, à l'universalisme, à nos clés républicaines qui font qu'ils pourront grandir avec des armes suffisantes. Alors, cette histoire, c'est la première partie de votre vie, avec une héroïne qui s'appelle Nina Gary. C'est votre pseudo d'actrice. Absolument. Alors, c'est Romain Gary qui est à l'origine de tout ça? Alors écoutez, moi c'était un pied de nez, peut-être aux écolos d'un côté, parce que c'est vrai que on nous dit qu'il faut pas faire de gaspillage. Alors moi j'ai repris Gary parce qu'il faut pas gâcher les pseudos. Oui. Donc j'ai repris Gary. Et puis un jour Sylvie Testud, on devait jouer. Moi j'étais en cabinet politique et donc c'est vrai que j'avais pas une liberté de jeu exceptionnelle. Je pouvais pas trop jouer. C'est pas évident. Voilà. Donc je me suis dit, je vais prendre un pseudo et comme ça je pourrais jouer de temps en temps. Et Sylvie Testud m'a dit, t'as qu'à t'appeler Nina. Et donc j'ai mis les deux ensemble, Nina Gary, et voilà. C'était sans savoir à l'époque que Nina Gary était la petite de Jane Seberg. Exactement. Car Romain Gary, que j'ai connu, qui était un homme très distingué, très lucide, il a eu d'autres pseudos, c'est-à-dire qu'il s'est appelé Émile Ajar, bien sûr, mais il a aussi pris le pseudo de René Deville, Jacques Ribons, John Markham Beach, Sacha Nboka et Fosco Sinibaldi. Ah génial, ça me laisse des perspectives pour mes bouquins plus suivants. Vous avez joué La promesse de l'aube de Romain Gary? Alors non, j'ai été assistante à la mise en scène pour Stéphane Fraisse, lorsqu'il avait fait sa lecture de La promesse de l'aube. Et là, c'est encore un autre métier. Oui, c'est de la curiosité.
Alors, finalement, cette BD où vous racontez votre histoire, on découvre votre famille, qui est une famille responsable et rassurante, parce que vous dites qu'on trouve toujours plus vieux que soi, plus petit, plus blanc ou plus noir, Rachel Kahn. Bien sûr. De toute façon, c'est comme dans la vraie vie, mais c'est vrai que d'avoir une famille singulière où personne ne se ressemble et où chacun, finalement, a... soit une force de caractère, soit une couleur de peau d'un côté, soit une autre en contraste. Alors c'est une famille qui est contrastée, mais pas contradictoire, parce que c'est une famille française. Voilà. Alors il y a votre père dont on a parlé, mais il y a aussi votre grand-père qui a l'accent de Popek. Mais oui, alors complètement. Ça c'est vrai que... Mais moi j'ai eu la chance, vous savez, j'ai eu la chance, petite, d'écouter à la même table mon père parler... Mon père, donc sénégalais gambien, parlait avec mon grand-père juif polonais, avec cet accent de Popek d'un côté et le phrasé de Senghor de l'autre. Et c'est ça en fait, mes harmonies du langage et des mots, c'est ce qui m'a construit quand j'étais petite. Alors Popek, il faut le savoir, s'appelle Jean Herbert de son vrai nom, et à une époque de sa vie, il ne prenait pas du tout l'accent de Popek. Quand il disait bonjour Jean, il répétait non, je m'appelais Popek. C'est devenu une tradition. Mais moi, je l'ai connu à ses débuts. C'était un comédien qui parlait tout à fait normalement, sans cet accent. Mais c'est une autre histoire. Oui. Alors justement, Popek, votre grand-père est très important, parce que dans cette BD, il évoque la guerre, les papiers de la guerre, et ça aussi, c'est quelque chose que vous avez voulu faire passer, Rachel Kahn. Exactement. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire passer, c'est véritablement les grandes et les petites choses, la grande histoire et la petite histoire. Quand on est dans cette famille française, parce que justement, nous, en tant que citoyens, on a d'un côté la Shoah qui nous hante, et de l'autre côté, la colonisation. On a ce passé qui nous hante. On a vu avec Omar Sy, par exemple, ces derniers temps, tout le buzz autour de son film Les Tirailleurs. C'est très important. Mais sauf que ça ne suffit pas pour se créer une vie. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est du passé. Donc, se réconcilier avec son passé, et pour savoir dans le présent, quel va être son propre récit, sur quoi je vais pouvoir travailler, soit dans la course, soit dans mes études, quelles vont être mes passions, sortir de ça cellule familiale, entre guillemets, pour ne pas se laisser enfermer par une identité carcérale. Quand on sort de la cellule familiale, c'est pour être libre et pas pour se laisser communautariser ou être enfermé dans un passé. La France, c'est pas... on n'est pas en Alabama en 1950. Donc c'était en fait pour livrer ce message-là aux jeunes. Et en même temps, vous évoquez le passé, puisque votre mère a été cachée pendant la guerre, et on vous a raconté qu'en France, il y avait des trains remplis de bétail à l'époque. Exactement. Et c'est pour ça, parce qu'il y a eu des trains remplis de bétail à l'époque, que je me méfie de la meute qui sont sur les réseaux sociaux, et que je me méfie de la meute des racialistes ou des racistes qui vous empêchent de penser librement. Et effectivement, dans les grandes et les petites choses, je parle de ces trains, de la Shoah, comme je parle de la colonisation et des bateaux de l'esclavage, mais surtout, je me mets dans ce corps de cette adolescente qui doit se faire un récit en 2023, en fait. Comment ça peut se passer en 2023 ? Essayons de laisser le passé de côté, même si on reconnaît les problématiques du passé, d'essayer de mettre en lumière les choses qui ont pu se passer, mais sans s'enfermer dans ça, parce que ça vous empêche de grandir et ça vous empêche de vivre. Et puis, vous évoquez le passé à travers une copine qui vous dit que son grand-père a donné ses chaussures à Mitterrand pour s'évader. Qu'est-ce que c'est que ça, Rachel Kahn ? Non, mais c'est vrai. Alors ça, c'est ma grande amie. Alors, c'est une histoire vraie, c'est une anecdote vraie. C'est ma grande amie Dorothée. On se connaît depuis la 6e. Et elle m'avait raconté cette histoire que son grand-père avait donné les chaussures, ses chaussures à François Mitterrand pour s'échapper. Donc voilà, donc c'était en clin d'œil pour cette amitié de long cours. Et puis il y a également un peu de musique, et il y a une chanteuse qui vous a marqué aussi, Rachel Kahn. Nina Simone, ça c'est quelque chose d'important pour vous. Ah bah oui, parce qu'elle a aussi eu cette problématique avec... elle voulait faire de la musique classique au départ, et puis cette vie de femme libre. Alors je sais que Manu Dibango avait travaillé avec elle aussi. Cette puissance, cette incarnation
malgré justement les douleurs. Et là, on n'est pas en France, là, on est aux États-Unis. Moi, j'en ai marre qu'on prenne toujours comme modèle les États-Unis, comme symbole d'État de la liberté et de l'émancipation, alors que les États-Unis ont été fondés sur les ségrégations, le racisme et le racialisme. Donc, elle a quand même gardé la tête haute, malgré tout, malgré des histoires de cœur douloureuses. Et puis cette chanson, My Baby Don't Care, moi, c'est un de mes fondamentaux. Voilà. Et il faut savoir qu'elle a quand même quelques liens avec la France, Nina Simone. Son prénom, c'est parce que c'était un ami espagnol qui l'appelait Nina. Et Simone, c'est par admiration pour Simone Signoret, qu'elle a vu à l'écran dans Casque d'Or. Génial, je ne savais pas ça, mais merci de nous dire ça. Alors, dans ce livre, effectivement, le sport est naturellement présent, puisque c'est la base, on revient aux fondamentaux. C'est-à-dire, votre héroïne, elle va découvrir le sport et découvrir qu'elle a vraiment un talent de sportive. Oui, elle découvre par hasard. C'est Dorothée, son amie très chère, qui l'emmène au sport parce qu'effectivement, elle faisait de la danse classique. Et que là, en fait, elle se pose dans son propre corps pour la première fois. C'est-à-dire que ses parents, moi, ma mère a été, comme vous l'avez dit, enfant caché. Donc, avec cette douleur-là totalement présente, son père, avec son africanité, cette France fantasmée. Et là, cette Nina, sur le stade, elle se retrouve dans son propre corps, avec son propre challenge, ses propres enjeux. Et dans le même mouvement, c'est une jeune femme en construction. Donc moi, ça m'intéressait en fait de retracer ce moment-là. Et en même temps, est-ce que ça a un rapport avec votre propre parcours de sportive ? Certainement. Sans doute. Alors, il y a une scène quand même assez étonnante et qui est hélas courante, c'est ce qui se passe un soir dans les vestiaires. Et ça, c'est la clé de ce livre et de cette BD. Oui, absolument. C'est les grandes et les petites choses. C'est la grande histoire. Vous avez des parents qui vous parlent de l'ensemble de la famille qui est morte en camp de concentration, de l'autre, la famille qui est au village et qui a du mal parfois à vivre correctement. Et puis vous avez cette jeune femme qui vit en France et puis qui se retrouve être agressée. Et dans les vestiaires. Dans les vestiaires. Et elle arrive même pas en fait à en parler à ses parents parce que c'est la grande histoire qui prime. C'est la grande histoire qui prime dans cette famille-là. Et donc comment on fait en fait lorsque ce passé est trop écrasant ? C'est pour ça que j'alerte là-dessus. Oui, et d'ailleurs Sarah Abitbol, qu'on a reçue voici quelque temps, nous a expliqué qu'elle aussi a eu des problèmes à 15 ans lorsqu'elle elle préparait les tournois olympiques et qu'elle n'a pas osé en parler pendant des années. C'est un phénomène. Aujourd'hui, on commence à parler de tout ça. Exactement. Surtout que c'est très déroutant parce que d'un côté, il y a l'émancipation du corps et de l'autre côté, il y a cette douleur vive, notamment chez Nina, l'héroïne. Moi, je voulais en parler pour tenter aussi de libérer certaines choses. Et puis, il y a un personnage masculin, Karim, ouais. Qui est très lié à Nina. Là aussi, c'est un musulman, donc ça complète le tableau. Exactement. Et c'est aussi une chose à laquelle vous teniez d'avoir ce personnage, Rachel Kahn. Oui, parce que déjà, c'est les premiers émois. Lorsque on est dans cette période-là, 15-25 ans, c'est les premiers émois, c'est les premiers amours, c'est les premières rencontres. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec Karim et dans la relation entre Karim et Nina, c'est qu'au fond, si Nina vient d'une famille mélangée, elle va continuer ce mélange typiquement à la française. Et c'est ça qui m'intéressait. Et dans la BD, on la voit se rendre place Maurice Chevalier. Oui. Il faut savoir qu'en 1930, lorsqu'il était à New York, Maurice Chevalier, star du cinéma, il a exigé et obtenu d'être accompagné par un orchestre noir. Celui de Duke Ellington, c'était une première aux États-Unis. Génial, formidable. Vous évoquez bien sûr la fac, où alors là aussi, votre héroïne a 3 alors que les autres ont 18 avec la même copie. Oui, exactement. Non, mais parce que c'est pas parce qu'on est humaniste, universaliste, qu'on aime la complexité, qu'on aime les nuances, qu'on aime l'humour, qu'on aime faire plein de choses, que ça veut dire que l'on ne voit pas le réel et certaines formes de discrimination à certains endroits. On les voit, mais simplement on n'est pas focalisé sur la race et la couleur de peau. Voilà. Et en même temps, vos professeurs vous le font payer très cher et le font très payer cher. À Nina. Très cher, mais Nina répond très fort aussi, sans dévoiler la fin du livre, mais Bien elle sûr. répond très fort à ses professeurs. Et ça, c'est lié aussi à des souvenirs d'adolescence et de la fac ? Absolument, oui, oui. Parfois, vous comprenez pas, lorsque le compteur est bloqué à 3, vous vous dites, mais c'est pas possible. Surtout qu'en plus, c'est particulier, parce que quand vous avez 3 de manière injuste, d'un autre côté, vous avez des profs qui vous mettent 17. Alors, vous comprenez pas du tout. Soit vous avez 3, mais pas, c'est impossible d'avoir ces 2 notes aussi différentes.
Eh ben, moi, je donnerais 20 sur 20 aux grandes et petites choses Merci de chez beaucoup. Nathan, que vous signez avec Aude Massot, une BD effectivement destinée à ceux qui vous aiment et aux jeunes pour découvrir autre chose. Oui, et les clés de leur vie. Exactement. Eh bien, justement, les clés d'une vie. Merci d'avoir participé, Rachel Kahn. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci beaucoup.